Et alors, l'histoire de la musique. Non, bon, on va commencer maintenant tranquillou. Donc bonjour à tous, à toutes les personnes étant ici présentes pour cette petite conférence sur comment l'opéra a tout piqué au Moyen-Âge. Alors on va parler histoire de la musique forcément, et de toute façon vous apprendrez qu'avec moi, tout vient du Moyen-Âge. Tout le monde a tout piqué au Moyen-Âge, c'est voilà, c'est acté, c'est dit, c'est fait, c'est créé. Donc pourquoi je parle de l'opéra en particulier? Parce que vous allez voir que c'est assez rigolo. Et que l'opéra, ça a une énorme importance en histoire de la musique, parce que son invention ouvre la période baroque en 1600. Et donc, avant de parler de l'opéra, on va un peu revenir sur cette idée de période, parce que souvent, pour aborder une période historique, on vous parle d'un point précis qui va à un autre point précis. Et pour la période musicale, c'est pareil. Donc, par exemple, la période baroque, donc, commencerait en 1600 avec l'apparition de l'opéra, et se terminerait en 1550 avec la mort de Jean-Sébastien Bach. Comme si ces événements venaient de nulle part et changeaient tout du jour au lendemain. Sauf qu'une période, c'est pas quelque chose qu'on peut délimiter quand on y est. Et à la mort de Bach, personne s'est dit oh là là, le maître est mort, on peut plus faire comme avant sans lui, allez venez maintenant on invente la musique classique. Et pour le début de cette période, c'est à peu près pareil. Personne ne s'est jamais dit dis donc, je vais faire un opéra, c'est un truc parfaitement inédit, et ce seraient des gens qui danseraient et chanteraient, et ça raconterait une histoire, et regardez, ça c'est trop bien, c'est trop fou. Sauf qu'en vrai, l'opéra, ça vient pas de nulle part, et que la mort d'un mec, ça, aussi important soit-il, ça a jamais vraiment changé la face du monde de manière immédiate, du moins pas à l'époque. Donc, voilà, ces pauvres petits Bach totalement circonspects par cette nouvelle. Et surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas les alertes de France Info sur leur téléphone pour la prévenir de la mort du dit mec. Donc, c'est pas nouveau. Les périodes historiques sont définies bien en aval des dates qui les définissent, par des historiens, ou ici en l'occurrence par des musicologues, qui ont remarqué une unité sur une période, unité qui s'effiloche jusqu'à laisser place à une autre forme d'inimitié, et qui définira alors une nouvelle période. Du coup, Bach, il savait pas qu'il faisait de la musique baroque, et même pour aller plus loin, Mozart 100 ans plus tard, ou Chopin 200 ans plus tard, ne savait pas non plus que Bach faisait de la musique baroque. Parce que, a priori, ce terme a été utilisé pour cette époque que à partir des années 1950. Donc il y a quand même eu un certain laps de temps avant qu'on commence à se dire tiens, et si on appelait ça la musique baroque? Parce que c'était déjà un terme qui était utilisé pour la peinture et pour l'architecture. Et si on veut revenir à la période d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la période contemporaine. Sauf que contemporaine, ça veut dire de nos jours. Donc dans quelques décennies, tout le monde n'aura plus de sens, et un jour, avec le recul nécessaire sur cette période, un ou une musicologue, journaliste ou je ne sais quoi, va utiliser un terme pour parler de cette période, terme qui sera peut-être repris par d'autres, puis au final utilisé de manière générique par tout le monde, jusqu'à devenir le nom officiel de cette période. Donc ce recul, on l'a quand on peut vraiment analyser ce qui se passe avant et après un événement. Et quand un événement est choisi pour être charnière, on sait ce qui se passe après. Pour reprendre l'opéra, on sait ce qui se passe après 1600. Si je vous donne des noms comme Monteverdi, Lully, Mozart ou Wagner, a priori, il y a des chances pour qu'au moins un de ces noms vous parle. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et c'est là que ça va devenir intéressant. De manière générale, on sait de toute façon très peu ce qui se passe avant la période baroque. Enfin, c'est particulièrement vrai pour la période du Moyen-Âge. En vrai, on sait ce qui se passe, mais on est relativement peu à s'y intéresser et à vouloir le partager. Et du coup, on est un petit peu, en médiéval, on est un petit peu les Caliméros, et ça va être de toute façon, ça vient d'une très très longue culture le Moyen-Âge, c'est sombre, c'est crasseux. Voilà, le Moyen-Âge, depuis la Renaissance, c'est ça. C'est les visiteurs qui font peur, qui puent, qui sont moches, et qui sont idiots. Enfin bon. Et puis, concernant la musique médiévale, alors on a souvent à la télé tout un tas de grands concerts pour le 14 juillet ou quoi, mais je vous mets au défi de trouver une seule fois où pendant un concert de musique classique à la télé, donc présenté par notre ami Stéphane Bern, vous avez entendu de la musique médiévale ou Renaissance. D'ailleurs, je vous mets même au défi de me trouver des vidéos sur YouTube chez mes camarades vidéastes
où il parle de compositeurs hors de la période 1740-1940. Et même la grande majorité sera située entre 1840 et 1940. Et c'est presque pas un autre sujet que cette conférence, parce que forcément, on connaît ce dont on nous parle, et donc si on nous parle et si on nous rabâche de la musique d'entre 1840 et 1940, par extension, on va s'intéresser à ces musiques-là et écouter ces musiques-là. Et c'est une boucle infinie. Donc, comme moi, on arrive avec des gros sabots pour parler de musique médiévale, au début, on se sent un peu seul, hein, je vais pas vous mentir. Les soirées sont assez peu accompagnées quand je parle de musique médiévale. Et alors que pourtant, vous allez le voir, l'opéra, et même la musique savante en général, l'opéra, ce genre qui est complètement caractéristique de la musique savante, vient du Moyen-Âge. Mais bon, avant tout ça, l'opéra, c'est quoi? Bon, après cette intro bien longue, c'est quand même pas mal de rentrer dans le vif du sujet. Donc définissons donc ce que c'est. Un opéra, c'est une œuvre dramatique, c'est-à-dire qui se rattache au théâtre, avec un texte en prose qu'on appelle livret. Ce texte, il va être chanté et accompagné par un orchestre, avec parfois des moments dansés, et on a aussi parfois la présence de chœurs qui appuieront certains propos dramatiques. Donc, c'est ce qu'on appelle un art total, c'est-à-dire que ça regroupe plus ou moins tous les types d'art. Musique, littérature, mais aussi tout ce qui touche au costume, à la mise en scène et au décor. Et les décors sont autant des œuvres d'art peintes, sculptées ou fabriquées que des prouesses techniques en fait. Parce que si vous allez voir sous une scène d'opéra, vous trouverez encore plusieurs étages de rouages, d'encordements et des systèmes super ingénieux qui servent à bouger les décors en direct. Et des systèmes qui datent pas du tout d'aujourd'hui, qui datent parfois du début du XVIIe siècle. Ensuite, plus musicalement, on distingue deux types de chants dans l'opéra. Déjà, le récitatif, qui est une sorte de parler chanté qui fait avancer l'intrigue. En gros, c'est un peu l'équivalent des dialogues. Et le second type de chant, ce sont les airs, qui sont des sortes d'arrêts sur image, on va dire, dans lesquels les protagonistes vont exprimer leur ressenti du moment. Et en fait, c'est dans les airs que, ce qui est beaucoup à l'opéra, les chanteurs vont pouvoir se la péter en montrant qui est la plus grosse, la plus belle, la plus agile. Voilà, donc ça c'est un chanteur d'opéra à l'ego surdimensionné, parce que, oui, on parle bien de voix, hein, on n'allait pas imaginer autre chose. Mais en tout cas, petite parenthèse, c'est clairement avéré que dès le XVIIIe siècle, des compositeurs vont écrire exprès des airs pour certains chanteurs précis qui veulent se la péter auprès du public. Donc l'histoire du chant en opéra doit énormément à l'ego surdimensionné de ces chanteurs. Donc quand on parle de diva ou de grand ténor, c'est pas une blague, ça fait vraiment partie de l'histoire de la musique. Ensuite, fermons la petite parenthèse, et donc quand est apparu le premier opéra? Alors généralement, avec cette question, on reconnaît ceux qui se la pètent des autres. Parce que ceux qui se la pètent, ils vont prendre des grands airs très pompeux et vont vous dire un truc du genre « Oui, mais c'est honteux de dire que c'est l'Orfeo de Monteverdi, le tout premier opéra, alors que le tout premier, c'est la Daphné de Jacopo Peri. Tout le monde sait ça. » Déjà, un truc qui m'énerve énormément, c'est ce « tout le monde sait ça ». T'as pas plus élitiste comme phrase que « tout le monde sait ça » ou « tout le monde a déjà entendu ça ». Comme si dès la naissance, on était tous équipés d'un kit de base comprenant les soi-disant bases d'une seule et même culture, un truc du genre la culture occidentale savante pour les nuls, implanté dans le cerveau, parce que c'est nous qu'on est les plus forts, évidemment. Et si t'as pas ce kit de base, limite, en fait, t'existes pas. Je trouve ça super violent comme remarque, tout le monde sait ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc reprenons avec notre opéra, et cassons un peu de l'élitiste. Toujours bien de casser de l'élitiste. D'abord, on l'a dit, c'est du texte et de la musique. Et quand on parle d'opéra, on mentionne souvent que le compositeur, alors que le librettiste, celui qui fait le livret, a aussi fait une très grosse partie du travail. Donc, si on veut reprendre la personne qui se la pète, la Daphné, c'est de Peri et Rinuccini, et l'Orfeo de Monteverdi et Striggio. Et d'ailleurs, concernant la Daphné, il y a un petit truc aussi qu'ils oublient, peut-être qu'ils ne savent pas, ces gens qui savent tout. Il faut savoir qu'on a tout simplement paumé la partition de cet opéra. Donc quand t'as pas de la musique, quand t'as pas de musique, quand t'as rien de noté, c'est compliqué de faire vivre un truc musical, et il tombe facilement dans l'oubli, comme s'il avait jamais existé.
Donc c'est déjà miraculeux qu'on ait encore des traces de cet opéra. Je crois qu'il reste un chant. Mais voilà quoi, c'est compliqué de dire c'est le premier opéra, alors sachant qu'on ne peut plus le jouer. Et ensuite, beaucoup de spécialistes vont s'accorder à dire que que l'Orfeo de Monteverdi Estedio est en fait considéré comme le premier chef-d'œuvre de l'opéra, celui qui a eu le plus d'incidence sur la suite, chose que Peri et Rinuccini n'ont pas vraiment amené, mettant juste entre guillemets, juste ensemble plusieurs éléments préexistants sans trop apporter au-delà. Donc oui, c'est quand même une prouesse en soi. Mais enfin, et en termes de date aussi, quand on place la période baroque en 1600, il faut savoir que la Daphné date de 1597 et l'Orfeo de 1607. Donc, l'histoire ne retient absolument pas la naissance d'un opéra en particulier, mais d'un concept. Bon, quoi qu'il en soit, on a ici notre première filiation entre ces deux opéras. L'Orfeo, c'est forcément inspiré de ce qu'ont fait Peri et Rinuccini sur la Daphné. Là, je vous jure, on arrive au médiéval, avec la pastorale dramatique. Donc, la pastorale dramatique, c'est principalement ce qui a inspiré les livrets, en fait, donc le texte. Et c'est vraiment son lien le plus direct. Donc, la pastorale dramatique, c'est un genre littéraire, qui vient de France, écrit en prose, comme les livrets d'opéra, et qui aura beaucoup de succès en Italie. Et d'ailleurs, ce succès sera tel qui continuera jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Et donc, opéra et pastorale dramatique se sont côtoyés. Certains compositeurs d'opéra se servant même de pastorale dramatique en tant que livret d'opéra. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt définitif de l'un au profit de l'autre. Et comme on le disait au début, tout ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et les changements sont toujours progressifs. Donc, qu'est-ce qu'une pastorale? Là, on entre dans le concept de la pastorale. Donc ce sont en fait des histoires qui se passent dans un cadre champêtre idéalisé, racontant des histoires d'amour souvent malheureuses, c'est très important le malheur, et la pastorale dramatique en particulier, met généralement en scène des personnages mythologiques. Et au début, les opéras parlent quasi exclusivement de personnages issus de mythes. Donc par exemple, on va prendre la Daphné, qui parle d'un mythe tiré des métamorphoses d'Ovide. Et là, vous allez avoir le droit à de magnifiques œuvres picturales. Préparez-vous à être ébahis. C'est parti. La Daphné raconte l'histoire d'Apollon, qui, visé par Cupidon dont il s'était moqué, tombe amoureux de la nymphe Daphné. Très amoureux, hein. Vous voyez, Apollon, il a le six-pack et tout. Sauf que Apollon cherche à la séduire, mais elle n'a pas du tout envie de ce gros lodo. Alors à la fin, son seul moyen d'échapper à ce gros harceleur d'Apollon, c'est d'être transformé par son père en laurier. Voilà. Donc là, la mythologie, c'est bon, on a. Le bucolisme, c'est bon, on a. Et puis l'amour déçu, je pense qu'on est bien dedans. Donc là, on a tous les codes de la pastorale. Prenons un autre exemple, l'Orfeo de Monteverdi. L'Orfeo, lui, il parle du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Donc, et là on a encore le retour d'Apollon, Orphée c'est le fils d'Apollon et de la muse Calliope. Il épouse son amour Eurydice, mais cette dernière meurt. Bouh, 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 c'est triste. Donc, Orphée, proprement inconsolable, et il ira jusqu'en enfer pour aller chercher sa femme. Sauf que il y arrive, il peut la ramener. Regardez comme il marche au bord du Styx, tous amoureux et très heureux de pouvoir se retrouver. Sauf que cet abruti n'a pas confiance dans le marché qu'il a passé, et juste avant de franchir la porte des enfers, qui ressemble littéralement à ça, je vous jure, j'ai vu des photos, il se retourne et il la regarde. C'est raté, Eurydice disparaît, et pour de bon, restera aux enfers. Donc forcément, il perd Eurydice une seconde fois, il est très très triste, et son papa, Apollon, en fait donc, pour le consoler, un immortel qui restera l'éternité à regarder Eurydice dans les étoiles. C'est un petit peu beau quand même si bon, il n'est pas très doué ce pauvre Orphée. Donc là, on a toujours de la mythologie. L'amour déçu, là, je pense qu'on est en plein dans le drame dramatique. Et au début, tout ce monde-là est chez les bergers, donc la pastorale, on est encore dedans. Donc pour parler un peu plus du genre pastoral et pas de la pastorale dramatique,
donc le côté champêtre sans la mythologie, hein, on a un passé très 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 prolifique et qui sera même plutôt lié à la musique en fait. Et je vous le donne en mille, ce genre sera très très lié à la musique médiévale. On arrive au Moyen-Âge. Donc les trouvères et avant eux, mes petits chéris, les troubadours, chantaient les pastorales et les pastourales, chants dans lesquels un chevalier tombait amoureux d'une bergère. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que vous allez voir, les pastourales sont un peu la jumelle maléfique des chansons d'amour courtois, genre privilégiées par nos amis les troubadours. Et l'amour courtois, c'est exprimer un amour chaste et pur à une dame souvent d'un rang très élevé et par le fait inatteignable. La pastorale, c'est le parfait inverse. C'est chanter l'amour, entre guillemets, d'un chevalier pour une bergère, donc une femme d'un rang inférieur, et rarement de manière chaste, voire violente, allant parfois jusqu'à des scènes de viol. Donc on est plus dans l'expression d'une espèce de désir incontrôlé que de l'amour. Par exemple, si on prend ce chant de Marcabru, je vais juste vous expliquer de ce qu'il en retourne. Alors, mes excuses pour la prononciation, techniquement ça doit être quelque chose du genre L'autrier juste una sebisa. Et bien ce Marcabru nous présente un seigneur, un chevalier, croisant sur la route une vilaine, c'est-à-dire une femme de basse extraction. Et lui propose de la réchauffer, si vous voyez ce que je veux dire, tout en lui expliquant qu'une jeune femme n'a rien à faire seule sur la route et qu'il veut bien l'accompagner en échange de faveurs. Bref, en gros, la pastourale, c'est la chanson des harceleurs de rue. On est donc complètement à l'opposé de l'amour courtois chaste et pur. Mais bref, voilà qui pose le décor de la pastourelle. Mais au-delà de simples chants, ces pastorales ont aussi inspiré ce qu'on appelle les jeux. Et là, ça va devenir intéressant, encore plus intéressant par rapport à notre sujet, parce que en fait, les jeux, ce sont des pièces de théâtre mises en scène avec des passages chantés et des moments dansés. Donc on a de la danse, on a de la musique, on a du théâtre, on a de la mise en scène, et là on est 200 ans avant la naissance de l'opéra. 200, qu'est-ce que je raconte? On est 300 ans avant la naissance de l'opéra. Et le jeu le plus connu, c'est le jeu de Robin et Marion du trouvère Adam de la Halle. Adam de la Halle, il est ici l'auteur du texte joué et des chansons. Sauf que pour les chansons, on pense qu'a priori, il a choisi de parfois y ajouter des refrains venant des chants populaires connus du public, afin que ce dernier puisse les reprendre en chœur avec les interprètes. Donc déjà, on a aussi cette notion de chœur qui apparaît dans ce concept de théâtre musical. Et alors, concernant l'histoire de ce jeu, vous avez encore le droit à voir mes magnifiques œuvres, dont je suis extrêmement fière, j'hésite à les exposer. Donc nous avons Marion, qui est une jeune bergère, et qu'un chevalier du nom de Aubert veut séduire. Donc là, on a bien les bases de la pastourelle. Sauf que Marion refuse les avances de ce chevalier, étant amoureuse du paysan Robin. Donc après, ceci se passe, on a une scène assez rigolote où en fait Marion se fait passer pour une idiote qui ne comprend rien à ce que veut le chevalier. Il lui lance un tas d'allusions plus ou moins salaces, à coups de jeux de mots non traduisibles vraiment en français, et elle fait mine de tout prendre littéralement pour qu'il la laisse tranquille en fait. Et ensuite on a une scène entre Marion et Robin, dans laquelle il se moque un peu de la noblesse d'ailleurs, c'est assez rigolo, jusqu'au moment où Marion se trouve seule et est de nouveau abordée par ce cher Aubert. Elle n'en veut toujours pas, et comme monsieur a un problème d'ego, il enlève Marion. Sous les yeux de Robin, qui plutôt que d'agir, va se lamenter et pleurer et exprimer sa grande tristesse. Alors, lui et ses compagnons tenteront quand même d'essayer de trouver une solution pour la sortir de là, mais sans pour autant agir réellement. Et c'est finalement Marion qui se débrouille toute seule, en collant tout simplement un savon monumental au chevalier, l'expliquant qu'il abuse de son statut et que non, c'est non. Et au final, tout penaud, il la laisse tranquille. Donc une fois revenu, Robin se félicite d'avoir été si courageux dans l'adversité, et la vie au village reprend joyeusement entre fêtes villageoises et moutons tout mignons. Voilà, donc une belle histoire qui ridiculise l'ego des hommes et met en avant la capacité des femmes à sortir d'adversités devant lesquelles elles sont seules. C'est extrêmement rétrograde le Moyen-Âge, hein. Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Et puis tiens, petite parenthèse, avec ce jeu, on a l'apparition probable de Marianne dans le mythe de Robin des Bois.
Parce qu'avant, Marianne est apparue très tardivement dans ce mythe-là. Et là, on en a probablement donc l'origine. Et d'ailleurs, si vous regardez le Robin des Bois de Disney, vous noterez que le coq ménestrel qui nous raconte l'histoire s'appelle en fait Adam de la Halle. Voilà, ça se fait une petite anecdote à sortir en soirée. Pour se la péter, c'est parfait. En tout cas, avec toutes ces péripéties mises en musique, franchement, pour en revenir à l'opéra, on n'est pas sur un concept qui est si neuf que ça. Et même au-delà, pour certains, on avait ici notre premier opéra comique, c'est-à-dire que c'est une branche d'opéra qui alterne passage chanté et passage parlé. Oh là. Donc à côté de ça, là on est du côté profane, et il va y avoir aussi une influence du côté religieux. Religieux, oui, c'est ça. C'est les drames liturgiques. Donc les drames liturgiques, ce sont des mises en scène d'épisodes de la Bible, et ces mises en scène étaient en fait un moyen d'attirer les fidèles qui bien souvent, et on les comprend, s'ennuyaient fermement à la messe. Donc c'était une manière bien plus ludique de transmettre la parole du bon Dieu, et ça permet aussi à l'Église d'éloigner ses ouailles de toute forme de paganisme, parce que beaucoup de choses passaient par la représentation théâtrale dans ces histoires de païens. En tout cas, donc on n'a pas énormément de traces de ces drames liturgiques, mais de ce qu'on en connaît, presque tous les éléments de l'opéra s'y retrouvent. Et donc on a du théâtre, on a du drame, parce que la Bible c'est rarement joyeux, on a du chant accompagné par des instruments, donc on a le chant et l'orchestre, on a des décors, tout est évidemment mis en scène, donc on est vraiment extrêmement proche de l'idée de l'opéra. Mais le truc, c'est que dès la Renaissance, on veut faire passer le Moyen-Âge pour une période sombre, crasseuse, sans culture, sans innovation, qui n'a rien apporté, parce que pourquoi pas. Donc ces genres sont bien souvent enfoncés et en fait oubliés durant quelques siècles. Et la Renaissance prône un retour à la grandeur de l'Antiquité grecque. Donc là, on peut se dire, l'origine de l'opéra, est-ce que ça viendrait pas du théâtre grec antique ? Et effectivement, l'opéra qui clôt cette période de la Renaissance, on peut avoir une inspiration de théâtre grec, ça sonne pas mal, quoi. Donc, pour expliquer très simplement le théâtre grec, c'est en fait le fait ils mettaient en scène des acteurs qui étaient tous des hommes adultes et qui vont jouer plusieurs rôles dans une même pièce. Et les actions sont ponctuées par des interventions d'un chœur qui va à la fois danser et chanter. Musique, danse, théâtre, on peut se dire qu'on est avec de bonnes bases. Mais bien entendu, en réalité, on reste assez éloigné de ce que sera l'opéra. Parce que déjà, de base, seuls les chœurs sont chantés. Et le texte est simplement joué, il est déclamé. Après, si textuellement on a de grosses inspirations, étant donné que les thèmes sont eux aussi bien souvent mythologiques et pastoraux, et encore pas dans le sens médiéval du terme, c'est pas la pastorale des troubadours sur les bergères et tout le tintouin. Musicalement, les gens de la fin du XVIe oublient un petit peu une nouvelle fois d'où ils viennent, en fait. Parce que les chœurs grecs chantent à l'unisson, c'est-à-dire qu'ils chantent tous la même mélodie, sans accompagnement, et dans des modes, c'est-à-dire des échelles de notes qui sont encore oubliées à cette époque, et qui utilisaient des intervalles entre les notes qui nous paraissent encore aujourd'hui, à nos oreilles occidentales, comme bizarres et dissonantes. Et si on utilise le demi-ton comme intervalle, comme plus petit intervalle depuis le Moyen-Âge, les Grecs de l'Antiquité utilisaient, eux, le quart de ton. Et encore une fois, j'ai précisé occidental, parce que ce quart de ton est très présent dans la musique orientale, en fait. Donc là, on va essayer de passer de la musique, je ne sais pas si vous allez entendre, sinon c'est pas très grave, je vous le remettrai après. Voilà, donc je ne saurai que plus tard si vous avez entendu ou pas. Sinon, c'est vraiment pas très grave. Et pour tout dire, musicalement, au Moyen-Âge, pour en revenir à là, c'est là qu'on va développer la polyphonie. C'est-à-dire chanter des mélodies différentes en même temps, et tout pour faire en sorte que ça sonne bien. Et on a tout un tas de procédés de composition qui vont se développer à partir de là. Et beaucoup de styles vont naître au fil des siècles,
grâce aux théorisations formulées durant le Moyen-Âge. Tout ça se fait aussi en parallèle du développement de la notation musicale. Quand vous voulez lire de la musique, même vous voyez, peut-être vous voyez à quoi ressemble une partition, ses origines, c'est le Moyen-Âge. Avant, on écrivait soit pas du tout la musique, tout se transmettait très, très souvent oralement, soit on avait quelques notations un petit peu ça et là, mais par exemple la notation grecque antique, c'était avec des lettres, et la notation n'était pas la même pour la voix et pour les instruments. Donc c'est tout un bazar. Au moins la notation qui a évolué durant tout le Moyen-Âge, elle a permis d'unifier tout ça et de pouvoir faire en sorte que, en fait, on n'ait plus à apprendre par cœur tout un répertoire seul et unique. Donc, basiquement, c'est le répertoire des chants de messe. Pour connaître tout le répertoire, ça prenait en général, apparemment, ça prenait une dizaine d'années. Donc, du fait qu'il n'y ait plus à retenir par cœur tous les chants, toutes les musiques, mais forcément, ça ouvre des portes et la musique peut se diversifier. Et on a un nombre énorme de nouveaux genres ou styles qui vont pouvoir se créer. Donc on ne va pas forcément entrer vraiment dans les détails. Mais du coup, si on veut trouver la plus proche origine musicale de l'opéra, on peut parler du madrigal dramatique. Alors on monte un peu dans le temps, on va plus à la Renaissance. On va revenir au Moyen-Âge, je vous rassure. Donc le madrigal, c'est une forme polyphonique très en vogue à la Renaissance, donc. Et c'est avec cette forme qu'on commence le plus à expérimenter ce qu'on va appeler le figuralisme musical. En gros, faire passer les infos du texte dans la musique. Par exemple, si dans le texte il est question de ciel, la mélodie va être à ce moment-là montante. Et à l'inverse, quand on va parler des ténèbres, la musique descendra vers les graves. Donc voilà, c'est ce genre un petit peu de figuralisme qui même va se voir visuellement. Donc, le madrigal dramatique, c'est un peu le paroxysme de ce concept. On veut aller au maximum de l'interprétation du texte par la musique pour faire passer toutes les émotions et théâtraliser la musique, en fait, au final. Et parfois, ces madrigaux dramatiques seront même mis en scène. Et l'un des grands représentants de ce genre, vous allez voir qu'on va revenir au début, donc le plus grand représentant de ce genre du madrigal dramatique, c'est un certain Alessandro Striggio. Et ce nom, j'espère que ce nom vous dit quelque chose, parce qu'en fait, il s'agit du père du librettiste de l'Orfeo, composé par Monteverdi. Et Monteverdi lui-même sera l'un des plus grands compositeurs de madrigaux. Là, je pense que la boucle est bouclée. Et donc, du coup, voilà, on a notre première origine musicale. Après, cette notion de théâtraliser la musique, elle est absolument pas toute neuve. Au-delà du fait de mettre en scène ce qu'on chante, il y a, à la limite du Moyen-Âge et de la Renaissance, ce qu'on appelle les chansons franco-flamandes. Et l'un des tubes de ce genre, c'est La guerre de Clément Jeannequin, qui raconte la bataille de Marignan. Alors, oui, historiquement, on est déjà plus ou moins à la Renaissance, mais enfin, pour le plus ou moins, on verra, on y reviendra juste après. Mais musicalement, les dates ne sont pas les mêmes, en fait. Donc, ce tube de l'époque, qui s'appelle La guerre, c'est pas une simple description de cette bataille de type il s'est passé ceci, il s'est passé cela, mais en fait, Jeannequin nous embarque dans la bataille à coups d'onomatopée et de description en musique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette pièce est extrêmement difficile à chanter et à mettre en pièce. C'est une vraie tannée. Mais en fait, on peut y entendre de tout. Donc des cris de charge, le galop des chevaux, les flèches qui volent, le claquement des épées, il y a vraiment tout. Et donc là, on va reparier sur le fait que vous allez entendre ce que je vais vous mettre. Mais sinon, je vous les remettrai en lien et vous pourrez aller écouter. Donc, si vous n'avez pas entendu, vous avez au moins vu, et je pense que rien qu'à voir le visage des chanteurs, on peut à peu près se rendre compte de tout ce qui implique est impliqué dans la façon de chanter. Donc, on peut se rendre compte du genre de choses qu'ils chantent. Alors, attends, j'ai perdu mes notes nécessairement. Même quand on est chez soi, ça arrive. Hein.
Donc là, on n'est pas, oui, voilà, je me retrouve. On n'est pas dans la musique mise en scène à proprement parler, mais on est clairement dans une envie de transmettre du visuel par la musique. Grâce à la musique, à l'utilisation des rythmes et des mots, on visualise parfaitement François, futur premier, en train d'asseoir son autorité pendant cette bataille à la date très satisfaisante de 1515. Et on pourrait, après, musicalement, on pourrait continuer longtemps comme ça et trouver des origines diverses et variées de l'opéra. Mais en fait, je pense que vous avez compris l'idée. Ces origines sont extrêmement nombreuses et trouvent leur base dans la musique médiévale. Et par tout ça, en réalité, je veux pas dire que tout a été inventé au Moyen-Âge. Mais je me rétracte sur ce que je disais au début. Je veux juste dire qu'en fait, dès la Renaissance, on a rejeté tout ce qui s'était fait au Moyen-Âge. Et aujourd'hui encore, énormément de clichés et d'incompréhensions viennent de ça, de choses établies depuis 500 ans. Donc, ce que j'aimerais, c'est juste qu'on n'oublie pas que la base de notre musique, ce n'est pas la musique baroque, comme c'est très souvent pensé, mais la musique qui s'écrit depuis l'an 800, qui vient d'elle-même de musique qui s'est transmise depuis qu'elle existe. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que rien en musique n'est jamais une révolution. Rien ne vient de nulle part et n'a montré le bout de son nez d'un coup d'un seul. Pour en revenir au début de cette conférence, personne s'est levé un matin pour dire « La Renaissance est morte, vive le baroque ». Et quand on voit que l'opéra a mis 45 ans avant d'arriver en France, on peut voir à quel point les personnes de cette époque ne se rendaient pas compte du tout qu'ils avaient entre les mains ce que plus tard on considérera comme l'un des événements majeurs de l'histoire de la musique. Comme on considère que l'arrivée du chant grégorien en 800 marque le début du Moyen-Âge musical, ou que bien plus tard, la symphonie fantastique d'Hector Berlioz a marqué pour beaucoup l'entrée dans la période romantique en 1830. Donc, pour les délimitations d'ailleurs, c'est pareil en histoire. Si je vous demande les dates du Moyen-Âge, l'école vous aura appris que cette période se place entre 476 et la chute de l'Empire romain et 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et d'ailleurs, vous noterez que le Moyen-Âge historique commence 300 ans avant le Moyen-Âge musical. Donc, quand je vous disais qu'on avait parfois des dates différentes en histoire et en musique, je ne vous mentais pas. Mais si on pousse plus les choses, ces dates du Moyen-Âge vont changer selon les personnes. Par exemple, pour la fin, certains vont effectivement citer 1492, mais d'autres parleront de 1453 et la chute de Constantinople, ou la fin de la guerre de 100 ans la même année, ou encore 1517 et la réforme protestante, quand carrément certains défendent que le Moyen-Âge ne s'arrête qu'à la Révolution française. Moyen-Âge qu'à la Renaissance, on appelait Antiquité française. Donc en fait, on va arriver à la fin en disant que tout ça est un débat sans fin. Donc, mais c'est en tout cas intéressant de noter à quel point on a voulu nous faire oublier 800 ans d'histoire pour des raisons plutôt obscures, alors que on a beau essayer de le renier, on ne peut pas renier un héritage aussi riche qui a permis tant de choses. En l'occurrence, oui, l'opéra tire bien ses origines de la musique médiévale. Et ça, ce sera mon mot de la fin. Merci à tous d'avoir écouté. Et on peut aller dans le parler aux conférenciers après, je crois, si je ne m'abuse. Oui, on peut, exactement. Tu vas voir qu'on a commenté. Et merci beaucoup. Je suis contente que quelqu'un défende le Moyen-Âge. Merci beaucoup. Mais il faut. Donc oui, effectivement, on peut te poser des questions.